Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Pour ce webinaire, je serai Damien Tonnet, votre présentateur tout au long du webinaire. Il y aura également Monsieur Cosmaseya qui sera présent et qui pourra donc répondre à vos questions via le chat. Donc aujourd'hui, ce webinaire a pour thématique la modélisation et le calcul de structures en bois avec RFEM6 et RSTAB9, donc les logiciels de calcul de nouvelle génération de Delubal Software. Donc aujourd'hui, on va faire la modélisation d'une charpente d'un projet et puis voir un peu comment on peut faire les vérifications sur la partie bois. Tout d'abord, par rapport aux personnes qui passent via l'interface de GoToWebinar, vous avez l'interface où vous allez pouvoir retrouver une partie dédiée aux questions. Donc, vous allez pouvoir directement poser vos questions ici. Et du coup, on pourra répondre directement à vos questions via le chat. Également, si jamais il y a des questions que vous avez oubliées, vous pouvez nous les envoyer à info@delubal.fr et on pourra y répondre donc à l'adresse mail indiquée ici. Au passage, pour les personnes qui sont avec un seul écran, je vous invite à masquer le panneau de contrôle pour pouvoir mieux visualiser la présentation. Donc aujourd'hui, au niveau de ce webinaire, nous allons voir donc dans un premier temps la partie modélisation d'une structure en bois dans RFEM6. Ensuite, on verra la création des charges et des combinaisons dans le logiciel de calcul. Puis on passera sur la partie vérification selon l'Eurocode 5. Donc là, on verra les différentes vérifications effectuées au niveau du modèle, au niveau des barres, selon l'Eurocode 5. Et on passera également sur une partie documentation, où là, on pourra voir ce que l'on peut faire au niveau de la documentation des notes de calcul. Donc, on fera un petit exemple de documentation à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir passer sur RFEM. J'ouvre le modèle. Alors, ici, je suis sur RFEM6. Donc, là, j'ai créé un nouveau modèle. Donc, je l'ai appelé webinaire bois. Et ici, donc, au niveau de RFEM6, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà nos outils, ou peut-être certains étaient déjà sur RFEM5. Donc ici, au niveau des modèles, au niveau des nouveautés, dans RFEM6, on va pouvoir notamment travailler sur différents types de modèles. Donc on retrouve la possibilité de créer des modèles 3D, 2D et 1D. Parmi les nouveautés, on a la possibilité, par exemple, de travailler sur des modèles 2D en prenant en compte les effets 3D sur le modèle. Donc ça, c'est une des nouveautés sur RFEM6. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à un modèle 3D. Donc, on va passer sur du 3D. Ici, vous avez également accès au gestionnaire de dossiers ou de projets où vous pouvez stocker vos modèles. Ces modèles, ils sont stockés donc dans le gestionnaire de projet et ce gestionnaire de projet, en fait, vous le retrouvez dans le Delubal Center qui est ici. Donc ça, c'est aussi une nouveauté sur RFEM6. Vous avez accès au Delubal Center qui regroupe une partie actualité de Delubal avec également les informations sur vos données personnelles, sur les données de la société, vos licences. Vous retrouverez également les liens de téléchargement, par exemple, pour actualiser votre logiciel au niveau des mises à jour. Vous avez également accès donc à la partie navigateur de projet ici avec le gestionnaire de projet avec tous les modèles que vous créez et vos dossiers, les modèles types, si vous avez créé des modèles types, et également vous avez la partie bloc avec tout ce qui est modèle paramétrique. Donc là, vous retrouverez un large choix de modèles paramétriques déjà prédéfinis, enregistrés au niveau du logiciel, mais vous pourrez également compléter cette partie de modèles paramétriques avec vos propres modèles. Notamment, l'exemple que l'on fait aujourd'hui pourrait très bien être un modèle paramétrique et sauvegardé ici. OK. Donc ici, on va pouvoir passer sur les nouveaux onglets. Donc ici, on va retrouver un onglet dédié à l'activation des modules qui vont nous être utiles, qui vont nous intéresser. Donc ici, nous, on va s'intéresser à l'activation des modules de vérification ici et on va activer juste la vérification pour la partie bois.
Ensuite, on va pouvoir passer sur la sélection des normes. Donc, vous pouvez choisir le groupe de normes ici qui va gérer tout ce qui est classification des cas de charge et également l'assistant de combinaison. Donc ici, on est sur un projet bois. Donc je vais activer l'Eurocode 0 ici avec la partie bois. Vous pouvez voir également qu'on a d'autres normes internationales qui sont disponibles. Et ici, on active l'Eurocode 0 avec la partie bois pour pouvoir intégrer des spécificités de l'Eurocode 5 au niveau notamment des combinaisons et des vérifications pour le bois. Ici, au niveau de l'Eurocode, vous avez également le choix avec différents annexes nationales. Vous pouvez sélectionner. Nous, ici, on va s'intéresser à l'annexe de la France. Pour l'assistant de charge, également, vous pouvez choisir la norme que vous souhaitez. Ici, je reste avec l'Eurocode 1 et je sélectionne l'annexe de la France. Et ensuite, pour la partie vérification bois, vous avez également la possibilité de sélectionner, donc de choisir différentes normes, Eurocode, canadienne, américaine, suisse ou chinoise. Ici, je vais rester avec la norme Eurocode 5 et l'annexe de la France toujours. Ici, la particularité, quand je sélectionne Eurocode 0 et la partie bois, c'est, on peut déjà le voir ici, ça va déjà être la possibilité de régler le coefficient de déformation KDEF, ici, qui va être pris en compte au niveau de la prise en compte du fluage. Et ici, je vais pouvoir choisir la valeur de KDEF de 0,6, 0,8 ou 2, qui lui dépend de la classe de service, 1, 2 ou 3. Donc là, je suis en classe de service 1 dans ce modèle-là, donc je vais rester avec un facteur KDEF de 0,6. Au passage, on peut voir ici les différents paramètres qui vont être pris en compte pour les coefficients qui vont être pris en compte dans la partie combinaison, et également ici les différents facteurs également qui sont utilisés pour la partie combinaison. OK. Ensuite, norme 2, donc ça c'est si j'avais d'autres modules d'activer, mais là ce n'est pas le cas. Et ensuite, on arrive à la partie paramètres et options. Dans cette partie-là, on va pouvoir venir choisir l'orientation de l'axe global Z. Donc ici, je vais l'orienter vers le haut et je vais pouvoir venir activer des nouvelles fonctionnalités de RFM6, notamment avec la possibilité d'activer les barres représentatives ou les ensembles de barres représentatifs. Cette fonction, elle va nous permettre ici de pouvoir appliquer rapidement des réglages à plusieurs barres. Donc ici, les barres représentatives vont me permettre de regrouper plusieurs barres identiques avec les mêmes réglages sous une même entité. C'est pour ça qu'ici, j'ai un nouvel onglet qui s'est affiché. Et ici, ça va me permettre de gérer en fait les critères de regroupement dans les barres représentatifs pour pouvoir regrouper les barres identiques. Donc là, je peux jouer sur différents critères. Donc je retrouve les critères sur les matériaux, sur les sections, sur les types de lignes, types de barres, la longueur également des lignes et des barres. Et j'ai également des critères sur les réglages spécifiques liés à la partie vérification bois. Donc on va justement voir cette partie-là avec les réglages sur les longueurs efficaces, les classes de service, et ainsi de suite. Ici. Sur la partie paramètres du modèle, ici, je vais pouvoir préciser et renseigner une adresse. Donc ça, c'est également une nouveauté sur RFM6. On va pouvoir renseigner une adresse du projet. Et ici, cette adresse, elle va être en lien, on va avoir un lien avec notre outil en ligne. Alors, je peux l'ouvrir ici. Donc certains le connaissent peut-être déjà. Notre outil qui permet de déterminer les zones de neige, de vent et de sismicité en fonction d'une adresse. Donc ici, je vais renseigner l'adresse. Donc je vais prendre le site de Delubal Software à Paris. Et ici, on va pouvoir donc retrouver l'adresse avec les informations sur la localisation du site. Et ici, les informations qui vont être utilisées après par rapport aux valeurs caractéristiques pour la charge de neige, pour le vent et également pour la zone de sismicité. Donc pour le moment, cet outil-là va permettre notamment de récupérer les données dans les outils de générateurs de charge climatique pour la neige et le vent. Et plus tard, par la suite, on aura également la possibilité de synchroniser ça également pour la partie zone de sismicité. OK.
Donc là, on a les données qui sont récupérées et on les retrouve ici. Les onglets suivants, alors celui-ci ne sera pas utile, ce sera plutôt en lien lorsque vous travaillerez avec la soufflerie numérique Airwin 2 et ici la partie historique du modèle, donc, dans laquelle vous pourrez retrouver tout l'historique du modèle et également rajouter des commentaires si besoin. OK. Et donc là, on a notre modèle bois. Ici, le modèle qui se crée. Donc, on retrouve l'interface du logiciel avec la barre d'outils. Ici, l'interface graphique avec notre plan de travail et notre grille de plan de travail, que l'on pourra venir repositionner comme on le souhaite. On retrouve une partie avec tout ce qui est tableau, sur laquelle, sur RFM6, toute cette partie-là a été reconfigurée et réorganisée, donc avec différentes rubriques pour le classement des tableaux, dans lequel on aura également accès aux différentes informations en fonction des éléments, et également le navigateur de données qui a été également retravaillé au niveau de réorganisé. Et donc là-dessus, on retrouve également toutes les données du modèle. Donc juste, j'ai déjà des sections des données qui sont indiquées, alors je vais juste nettoyer, comme ça on va pouvoir refaire un modèle là-dessus de zéro. Donc ça, c'est les matériaux par défaut qui sont présents au fur et à mesure que vous travaillez avec le logiciel à ce niveau-là. Ok, donc ici on va pouvoir commencer par créer un modèle. Donc je vais réorienter le plan de travail. Hop, je le mets dans le plan ZX, XZ, ici, et on va commencer par créer une barre. Donc pour cela, je vais venir créer une nouvelle barre, ici. Lorsque vous créez des barres, on a toujours la possibilité dans RFM6 de définir différents types de barres. Donc ici, on va retrouver les poutres, qui sont, on va dire, des barres avec un comportement standard. Vous avez également des barres infiniment rigides, des barres de type nervure qui seront là plutôt utilisées lorsque vous travaillez sur des modèles béton avec, par exemple, des dalles nervurées. Vous avez donc besoin de définir des poutres nervures. Vous avez ici également des barres de type treillis qui sont automatiquement articulées aux extrémités. Des barres avec des non-linéarités comme les barres de type traction, compression ou flambement, ou encore des barres de type câble. Donc là-dessus, vous retrouvez différentes définitions possibles au niveau des câbles, au niveau des barres, pardon. OK. Ici, vous avez différentes options possibles à activer au niveau des barres. Et nous, on va pouvoir directement passer sur la partie section. Donc au niveau des sections, une des premières nouveautés, c'est lorsque vous allez définir une section, on pourra préciser le mode de distribution de la section le long de la barre. Donc là, on pourra par exemple définir une poutre à inertie constante, donc une section constante le long de la barre, ou bien une variation linéaire ici, donc pour pouvoir faire une poutre à inertie variable, une poutre avec des jarrets aux deux extrémités. Ensuite, vous pouvez également gérer l'alignement des sections, donc soit en haut, soit au centre, ou soit en bas. Et donc vous avez également d'autres définitions. Donc là, on est avec jarret des deux côtés, jarret juste en début ou en fin de barre. Ici, des doubles inerties variables, donc qui pourront être utilisées notamment pour des projets en bois. Vous avez également des décalages aux extrémités, donc là aux deux extrémités, en début ou en fin. Donc là ici, vous avez différents types de distribution. Donc ça, c'est une des nouveautés également sur RFM6 à ce niveau-là. Pour le moment, nous ici, on va rester sur une inertie constante au niveau du modèle, au niveau des barres que l'on va créer. Donc là, je vais pouvoir créer une nouvelle section avec un nouveau matériau. Donc, au niveau de la section, vous pouvez aller la chercher dans la bibliothèque. Donc ici, on a un large choix de sections possibles, avec des sections standardisées à ce niveau-là, des sections paramétriques profilées acier, et puis ici, on va avoir les sections massives. Donc là, pour la partie vérification bois, ce qui sera compatible au niveau des vérifications sera les vérifications sur les sections massives 1. Donc là, nous, on va prendre une section rectangulaire et on va pouvoir définir les dimensions de la section. Donc là, je vais passer sur une section de 180 de large et de 200 de haut.
Vous pouvez également renommer les sections par les titres ici pour redimensionner les sections. Ça, on pourra le créer juste après et on pourra voir comment le faire. Et ensuite, ici, on va venir au niveau du matériau, venir définir un matériau. Donc là, on va créer un nouveau matériau et pour cela, on va ouvrir la bibliothèque. Au niveau de la bibliothèque, elle a également été retravaillée sur RFM6 afin de tout de suite isoler les éléments qui nous intéressent. Donc là-dessus, vous pouvez gérer la classification par région. Ici, on va se mettre par rapport à l'Union européenne, donc avec des vérifications, des classements par Eurocode. Ici, on va avoir donc les différents matériaux, béton, acier, bois. Ici, je vais isoler tout ce qui fait référence à la partie bois. Donc déjà ici, vous pouvez venir sélectionner les rubriques qui vous intéressent, mais ici, on peut également donc choisir. Donc là, je peux m'intéresser ici, parce que ça va être plutôt au bois lamelé collé. Et donc là, tout de suite, je vais vous retrouver juste mes deux rubriques avec du GLC ou GLH. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner et choisir ma classification de matériaux pour le lamelé collé. Je vais prendre du GL24H. Si je souhaite avoir les propriétés de ce matériau, je peux cliquer sur le point d'information ici et je vais retrouver les propriétés du matériau. OK, je peux valider et donc là maintenant on a un matériau assigné à notre section. Je peux déjà créer les autres sections que je vais utiliser dans mon modèle. Donc là je peux créer des nouvelles sections. Alors ce que je vous disais, c'est ici je peux directement modifier le nom de la section et automatiquement ça me permet ici d'avoir la section et d'avoir les valeurs des dimensions de section qui sont réajustées. Et puis une dernière section ici qui sera du 180 par 180 à ce niveau-là. Ensuite, je retrouve d'autres onglets avec les valeurs de la section et puis les points de contrainte. Donc là, je retrouve les propriétés de section à ce niveau-là. OK, donc là, ici, on reste sur la première section créée et on va valider à ce niveau-là. Si besoin, on pourra venir sélectionner directement dans les listes déroulantes pour changer les sections. Ici, on retrouve d'autres onglets. Alors, ces onglets-là sont liés au fait que ici, j'ai activé la vérification pour le bois et que cette barre-là est active pour au niveau des propriétés de calcul. Et ici, donc, je retrouve différents onglets dédiés aux réglages spécifiques pour la vérification bois. Donc, je reviendrai dessus. Notamment, on retrouvera la partie réglage sur les longueurs efficaces pour les analyses de stabilité. Également la partie classe de service. Donc là, je peux déjà aller voir la partie classe de service. Je vais pouvoir régler la classe de service. Ici, j'ai un petit rappel par rapport aux classes de service 1, 2 et 3 pour le bois. Donc là, ici, je pourrais venir spécifier la classe de service ou créer également plusieurs classes de service pour les assigner à différentes barres du modèle, à différents éléments du modèle. OK. On a également la possibilité de prendre en compte des réductions de sections. Donc là, au niveau des barres, on pourra en prendre des réductions de section en début, en fin de barre ou en milieu de barre. Et donc là, on pourra venir faire les réglages par rapport aux entailles à effectuer pour tenir compte des réductions de section par la suite dans les vérifications bois qui seront effectuées. On aura également la possibilité de définir des panneaux de cisaillement ou des maintiens en rotation. Donc là, plutôt en lien avec les analyses de stabilité. On aura également la partie configuration de calcul pour le LU, le LS et la résistance au feu et les paramètres dédiés à la partie flèche et appui de calcul. OK, donc là pour le moment, nous, on va créer nos barres et ensuite on reviendra sur cette partie-là. OK, donc là je vais tracer une barre. Donc là je peux m'aider de la grille du plan de travail pour créer la barre. Donc là je la trace à 4 mètres et je vais pouvoir ensuite venir dessus au niveau de l'extrémité en sélectionnant le nœud, en double-cliquant dessus pour pouvoir venir réajuster la position du nœud directement en jouant sur ses coordonnées, en renseignant les coordonnées ou en modifiant les coordonnées. OK, je vais créer une autre barre. Donc là, je peux directement créer ici une nouvelle barre ou bien prendre la barre existante
pour venir la copier. Donc là, je la copie juste au-dessus. Donc là-dessus, on peut venir sélectionner la barre, la faire glisser et en maintenant la touche CTRL, on crée une copie de la barre. Et puis là, je vais faire une copie ici. Et je vais réajuster, corriger les coordonnées sur Z. Je vais mettre à 6.5 et je valide. OK. Donc juste repasse. Là, quand vous faites un glisser, vous sélectionnez une barre, vous la glissez pour la déplacer et que vous maintenez la touche CTRL, vous avez un petit plus pour vous indiquer que vous faites une copie de l'élément. Dans le cas contraire, vous déplacez la barre. OK. Ici, je vais venir rajouter des nœuds intermédiaires sur la barre. Donc là, je peux venir double-cliquer sur la barre et je vais activer la création de nœuds sur la barre. Et là, on va créer des nœuds intermédiaires. Donc ces nœuds, on va en positionner un premier à 2,9. Alors là, je suis en pourcentage, donc je vais me mettre en valeur métrique ici. Et donc ici, je vais renseigner une valeur de 2,9 mètres. OK. Ensuite, je vais mettre une valeur à 5.8 et une dernière à 8.7 ici et je peux valider. Donc là aussi, c'est une des nouveautés sur RFM6. On a des nouvelles définitions de nœuds. Donc ici, on peut voir qu'on a des codes couleurs rouge et bleu. Et donc ici, au niveau des nœuds de couleur bleue, on a des nouvelles définitions. Par exemple, c'est des nœuds qui sont associés aux barres ou associés aux lignes. Donc là-dessus, on a des nouvelles définitions. Et donc ici, dès qu'on va réajuster la longueur ou la position de la barre, automatiquement, les nœuds vont suivre à ce niveau-là. Donc la petite différence ici. Et ici, on a des nœuds de type standard. OK. Ici, on peut voir une petite vignette carrée au centre de la barre, rouge et verte. Ça correspond ici justement aux barres représentatives. Donc là, ça nous permet ici d'identifier les barres qui seront identiques avec les mêmes réglages. OK. Je vais créer une nouvelle barre avec une nouvelle référence de section. Donc on a créé une section 280 par 240. OK. Je vais la tracer. Et voilà. Aussi, les sections ou les barres que vous créez, vous pouvez à tout moment revenir dessus pour les modifier. Notamment ici, la barre, je vais la modifier pour la définir en tant que treillis. Et je valide. Donc comme ça, elle est automatiquement articulée aux extrémités. Au passage, on peut voir la différence d'affichage graphique quand vous êtes en affichage filaire du modèle. On a un trait gras pour les poutres et un trait fin ici pour les barres de type treillis. Cette barre-là, je vais venir également rajouter un nœud le long de la barre. Et là, je vais le positionner à 70% du début de la barre, au niveau de la longueur. Donc, on retrouve maintenant le nœud. Et je vais recréer hop, une nouvelle barre, toujours avec la section de 180 par 240. Et je la trace ici. OK. Celle-ci, je vais venir la modifier, je la passerai en treillis. Juste avant, je vais venir la diviser. Donc là, je peux diviser avec n nœuds. Je vais mettre 2 nœuds sur cette barre-là et je vais lui demander à ce que les nœuds soient positionnés sur la barre sans la diviser. Donc là, on retrouve nos 2 nœuds et je vais venir modifier la barre. Je la passe en poutre-treillis à ce niveau-là. OK. Et maintenant, on va faire les dernières barres pour cette portion de portique. Donc on va passer sur des poutres en 180 et en treillis ici. Et donc on va pouvoir les tracer. Hop. Hop. Et de là à là. OK. Donc voilà ce niveau-là. Maintenant on va pouvoir copier ce demi-portique. Donc je viens de sélectionner. On va pouvoir faire une copie par symétrie, par miroir. On va créer une copie. Le plan de symétrie, ça va être le plan YZ. Donc je viens sélectionner et je viens sélectionner la position ici. Dans la partie numérotation et options, j'ai pas besoin des options, pas besoin de réajuster les coordonnées, les systèmes d'axes ici.
Donc là, j'ai pas besoin d'activer quoi que ce soit et je valide. Donc là, j'ai mon portique de créer ici. Je peux l'afficher en solide. Je peux me remettre en filaire. Je peux venir appliquer des charges si je souhaite sur les barres. On poursuivra après sur le chargement. Donc là, je vais juste appliquer une charge de moins 2 kN dans la direction Z globale qui s'applique donc sur le au-dessus de mon portique. OK. Et puis maintenant, on va pouvoir faire une copie de notre portique pour générer un modèle 3D. En même temps qu'on va faire des copies, on va générer des éléments entre portiques en sélectionnant ces nœuds-là. Donc pour cela, on va pouvoir, donc je vais me remettre juste selon le plan, hop, selon l'axe Y, ici par exemple. Je vais faire des sélections ici des éléments. Alors, hop. Donc je sélectionne en faisant attention. On a des lassos jaunes ou bien on a également des lassos bleus. Alors, hop. Ici. Donc je fais juste attention aux éléments que je sélectionne. Par exemple ici, hop, j'ai un nœud en trop de sélectionner. Et donc ici, je vais pouvoir faire une copie. Hop, donc notamment 4 copies. On va faire une translation sur Y de 5 mètres. Et on va demander à connecter les copies entre elles. Donc on va connecter avec les nœuds copiés avec des lignes et on va créer des barres. Pour les barres, on va reprendre des barres qu'on a déjà créées, les 180 par 180 de type tree. Si on le souhaite, on pourra également, si on a des entr'axes irréguliers au niveau des copies, on peut également activer des espacements différents. Donc ça, c'est également une nouveauté sur RFM6. Donc là, on pourrait très bien régler des espacements, des entr'axes de copies différents à ce niveau-là. OK, et on peut valider. OK, donc là, on a notre modèle 3D qui est créé. Je peux remettre le plan de travail ici, à l'horizontale. Et donc là, on a notre structure, nos portiques qui sont copiés, également les charges. On a des éléments entre portiques qui sont également générés. Et donc là, maintenant, on va pouvoir poursuivre sur le 3D. On va créer quelques éléments de contreventement. Donc, je copie une des poutres et celle-ci, je vais venir donc diviser cette barre avec une copie. Cette fois-ci, on va diviser la barre vraiment. Et ici, on va pouvoir sélectionner le nœud pour le repositionner à ce niveau-là. Au fur et à mesure, vous pouvez voir que les codes couleurs des barres représentatives évoluent. Et on peut rapidement copier les barres ici pour créer d'autres éléments de contreventement. OK. Je sélectionne ça. OK. Ici. Et puis ensuite, je vais prendre ces deux barres-là que je vais pouvoir déplacer ici, ici et ici. Je peux réajuster pour le dernier élément de contreventement ici à ce nœud-là. Et ensuite, on a fait d'un côté. Donc là, il va nous suffire de sélectionner les éléments représentatifs des contreventements et de faire une copie par symétrie. Et donc maintenant, on a notre modèle 3D qui est presque fini. Il ne reste plus qu'à définir les appuis. Et donc là, on peut définir les appuis. On a défini des appuis rotulés. Vous avez la possibilité de personnaliser, de régler les appuis avec les degrés de liberté, comme vous le souhaitez. Donc là, on peut activer les degrés de liberté, renseigner des raideurs et également prendre en compte des non-linéarités. Au niveau des appuis, ici, on reste avec des appuis rotulés simples. OK. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie chargement.
Juste avant, pour s'assurer que le modèle, on n'ait pas fait d'erreur ou d'oubli de définition d'appui ou que tout est bien connecté, on va juste vérifier que la structure tient. Donc on va faire un petit calcul pour contrôler éventuellement si on a une erreur dans le modèle. Et donc là, on va pouvoir tout de suite voir les résultats. Donc là, on voit la déformation. Donc là-dessus, on n'a pas d'erreur d'instabilité ou autre. Donc là-dessus, au niveau du modèle, c'est bon, on va pouvoir poursuivre dessus. Juste au niveau des appuis, pour certains, ça peut paraître petit à l'affichage. Ici, sur RFM6, on a rajouté la possibilité de régler directement la taille des éléments via le curseur, ici, disponible via le clic droit, quand on fait un clic droit sur les appuis. OK. Au niveau des résultats, je vais les masquer et on va pouvoir passer sur la partie chargement. Donc déjà ici, je suis dans le cas de charge poids propre qui est créé par défaut. Je vais déjà corriger les charges. Donc là, je vais réduire, diviser par 2 les charges appliquées en pignon. Donc là, je peux modifier la charge. OK, et on va mettre -1. OK. Au passage, ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, vous avez des listes déroulantes ici. Donc là aussi, on pourra rapidement jongler entre les cas de charge pour pouvoir définir des charges sur des éléments au niveau de RFM. OK, et là maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de définir et de créer déjà les différents cas de charge. Donc je peux aller dans les paramètres, et ici, on va pouvoir définir nos cas de charge. Donc le poids propre, qui est défini par défaut avec ici le poids propre d'actif dans la direction -1, donc -z, puisque z est vers le haut, z global est vers le haut. On va pouvoir également donc créer 3 autres cas de charge. Un premier cas de charge qui sera un cas de charge de neige, donc je peux le renommer. Au passage, on a activé la partie Eurocode 0 plus bois. Donc là, on a aussi l'effet de la durée de charge. Donc là, on peut régler aussi si on est en charge à durée de charge permanente, long terme, moyen terme, court terme ou instantané. Par défaut ici, donc la neige, il me l'a mis en court terme. Le poids propre en durée de charge permanente. Et puis ici, on va créer 2 cas de vent. Un vent en X et un vent en Y. Et ici, on va pouvoir les passer. Alors là, il me les a mis en court terme. Je vais les définir en instantané à ce niveau-là. Donc là, ici, on a nos 4 cas de charge qui sont créés. On va pouvoir ensuite définir les charges qui s'appliquent pour la neige et pour le vent. Et là, on peut regarder ce qu'il y a déjà dans les onglets suivants. Donc, dans l'onglet Actions, on va retrouver nos 3 types d'actions avec les charges affectées aux actions. On a ensuite la partie situation de projet. Donc là, par défaut, il nous a généré une situation de projet ELU, ELS caractéristique et ELS quasi permanent. Je vous disais tout à l'heure que le choix de l'Eurocode 0 et de la partie bois permettait de prendre en compte certaines spécificités pour le bois, notamment ici, donc pour la partie quasi permanente, on peut consulter l'expression de combinaison utilisée, et ici on va retrouver l'intégration du CADEF que l'on a réglé dans l'expression de combinaison. Donc là, cette partie-là, elle se fait du fait qu'on ait sélectionné Eurocode 0 plus la partie bois. Je vais rajouter une situation de projet accidentelle, par exemple, pour que l'on puisse après effectuer une vérification au feu. Vous avez également la possibilité de choisir l'assistant de combinaison avec des analyses du second ordre, des analyses géométriquement linéaires ou des analyses des grandes déformations. Ici, nous, on va passer en analyse géométriquement linéaire. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité de rentrer dans les paramètres ici pour créer et régler les paramètres d'analyse. Notamment ici, je vous parlais des grandes déformations, vous les avez ici. OK. Donc là, toutes nos expressions de combinaison, toutes nos situations de projet seront en analyse géométriquement linéaire. Ensuite, on a ici les combinaisons d'actions.
qui sont créées et nos combinaisons de charges que l'on pourra utiliser après pour la vérification au niveau des vérifications bois. OK, je peux valider. Et là, maintenant, on va pouvoir passer à la définition des charges, donc notamment de notre charge de neige. Donc là, pour la partie charge climatique, on va pouvoir utiliser les assistants de charge. Donc ici, je reviens dans la partie, données du modèle, où je retrouve au passage les différentes données qui sont intégrées directement ici, dans l'arborescence au fur et à mesure de la modélisation. Notamment ici, je retrouve nos cas de charge. Et ici, je vais pouvoir aller sélectionner l'assistant de charge avec la partie charge de neige. Et ici, on va pouvoir sélectionner le type de toiture, toiture à deux versants, sélectionner les nœuds de contour de notre toiture. Alors au passage, vous avez également, donc là je sélectionne directement les nœuds, mais vous avez une aide graphique ici pour vous indiquer le sens de saisie des nœuds pour la toiture à deux versants. Ici, on va charger nos deux toitures, nos deux pans de toiture. On va pouvoir préciser ici si on souhaite charger toutes les barres qui sont incluses dans les deux pans de toiture, ou bien également là, on va pouvoir demander à ce que toutes les barres qui sont parallèles à celle-ci, celles que je sélectionne, que je renseigne, ne seront pas chargées. Donc là, je peux déjà faire les sélections pour charger ici uniquement les portiques. Je peux faire un CTRL-C de cette saisie, comme ça, une copie de ces éléments, de ces numéros, comme ça je pourrais les rappeler par la suite pour le vent. Ça pourrait m'être utile. OK. Ici, je retrouve les données de la position du projet que l'on a renseigné initialement. Et donc là-dessus, on récupère directement les données de charge de neige caractéristique à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir passer sur la partie cas de charge. Sur cette partie-là, on a trois possibilités. Là, je suis sur une toiture à deux versants avec deux pentes identiques. Je vais pouvoir m'intéresser uniquement au premier cas. Mais les deux seconds cas, ce sera des cas où vous avez au niveau des deux pans de toiture des charges de neige asymétriques avec d'un côté 100% de la charge et de l'autre côté 50% de la charge et inversement pour le second cas ici. Donc là ici, je les désactive et on vient générer notre cas de charge de neige dans notre CC2. Ici, on retrouve les informations sur la charge surfacique qui sera appliquée. Je peux valider. Et là, maintenant, je retrouve ma charge surfacique ici et je peux l'afficher séparément pour contrôler sa répartition. Et donc là, ici, je peux voir que j'ai vraiment que mes portiques qui sont chargés. OK. Je vais passer sur la définition de la charge de vent. Et donc là aussi, je vais pouvoir utiliser le générateur. Alors ici, je vais m'intéresser uniquement à charger la toiture. Donc je vais charger la toiture à deux versants. Je viens sélectionner, comme tout à l'heure, les nœuds de contour. Ici. Et on a dit qu'on s'intéressait au vent dans la direction X positive et Y positive. Donc ici, X positif correspond à 0 degré. Donc, si on regarde par rapport au système de coordonnées, aux axes, à l'axe global ici. Donc on va générer dans la direction 0 degré et dans la direction 90 degrés qui correspond à la direction Y positive. Donc là, on a deux directions de sélectionner et on va pouvoir passer sur la partie paramètres. Ici, on peut retrouver les informations. On va juste préciser la hauteur au faîtage qui est de 6,5 mètres. Et ici, on va retrouver donc les cas de charge possibles pour ces deux directions. Pour la direction du vent dans la direction X positive, on va prendre un cas de vent juste en pression, donc ce qui correspond à C3. Les autres, on va venir les désactiver. Et puis pour le cas de vent dans la direction Y, on va prendre du soulèvement dans la direction ici, donc associé au cas de charge CC4, ici. Si jamais vous n'avez pas au cas de créer, vous avez un bouton ici qui est désactivé vu que j'ai tout sélectionné, mais qui vous permettra de venir créer les cas manquants si besoin. OK, je peux passer sur la partie générale. Alors je vais recopier ici
les numéros des barres que j'avais demandé à désactiver pour le chargement. Donc là, toutes les barres qui seront parallèles à celle-ci seront plus chargées. OK. Et après, ici, on retrouve un résumé sur les résultats par rapport aux différentes zones de découpage de la toiture pour le chargement. Et on peut valider. OK. Donc, je peux passer sur le cas de charge suivant. Donc là, j'ai la charge dans la direction X et dans la direction Y. Donc là, on est en charge surfacique. Et bien évidemment, je peux faire un clic droit dessus pour afficher séparément et voir la distribution de charge sur le modèle. OK. Donc je peux repasser en charge surfacique ici. Voilà. Ici, on retrouve nos combinaisons qui sont créées. Et vous avez ici 4 références ici aux expressions, aux situations de projet qui correspondent ici à nos enveloppes, donc nos enveloppes des combinaisons ELU, ELS à ce niveau-là. OK, on va pouvoir maintenant passer à la partie vérification bois et effectuer les réglages. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir, donc je peux me remettre en filaire peut-être, je vais masquer les charges et on va pouvoir s'intéresser au paramétrage du modèle pour la vérification bois. On va pouvoir utiliser les vérifications, les réglages sur les barres représentatives. Juste au passage, je vois qu'il me manque peut-être des articulations. Alors, je vais articuler notamment les poteaux et puis également ces éléments-là. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, je peux le faire maintenant. OK. Et on va venir articuler donc les fins de barre. Ici. Avec une libération autour de l'axe Y. À ce niveau-là. Oui. OK. Voilà, donc là on peut voir la modélisation des articulations à ce niveau-là. OK, et maintenant je peux passer à la partie réglage pour la vérification bois. Donc on va venir régler par exemple celle-ci. Donc je sélectionne les barres représentatives, on retrouve là toute la liste des barres représentatives. Et ici on va pouvoir effectuer des réglages, notamment ici pour les longueurs efficaces. Donc on va pouvoir venir effectuer un premier réglage de longueur efficace, donc une première référence de réglage. Ici, les déversements, je vais revenir sur des exemples simples par la suite pour cette partie-là. Et ici, on va pouvoir donc régler pour le flambement autour des deux axes. On va pouvoir récupérer ici les appuis nodaux intermédiaires. Donc sur ces ensembles de barres, enfin sur ces barres représentatives ou sur ces barres, on a 3 nœuds intermédiaires et on va pouvoir régler les éléments qui bloquent les appuis intermédiaires avec les degrés de liberté bloqués à ce niveau-là qui pourront être pris en compte pour l'analyse de stabilité. OK. OK. Donc là, ici, on a un petit aperçu ici, graphique déjà des réglages effectués. Et ensuite, on pourra également les visualiser sur le modèle global. Donc, je peux venir les activer. Au niveau des réglages sur la partie vérification bois, je peux venir activer ici l'affichage des appuis à ce niveau-là, des appuis nodaux qui sont utilisés pour l'analyse de stabilité. OK, je vais passer au réglage d'un autre élément, par exemple celle-ci. Et à ce niveau-là, on va pouvoir, sur les types de calcul, on pourra régler une nouvelle longueur efficace. Ici, je prends que les analyses de stabilité en flambement. Je récupère les appuis. Et là, on sera juste des maintiens dans la direction Z. OK. 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 Et puis pour tous les autres, alors ici, alors je vais pouvoir venir faire des réglages. Pourquoi pas sur celle-ci encore, on a encore des maintiens intermédiaires. Ici, et également en Z. OK. Voilà.
Voilà, à ce niveau-là. Et puis pour les autres paramètres, pour les autres barres représentatives, au niveau de l'analyse de stabilité, on va, alors soit je laisse sans réglage, on va laisser ça comme ça. On fera pas les analyses de stabilité dessus. Voilà, on va rester comme ça. On va pouvoir également passer sur la partie configuration de calcul ELU, ELS et résistance au feu. Donc au niveau des barres représentatives pour donc celle-ci qui correspond à la poutre supérieure ici de notre portique, on va sur la partie réglage de vérification ELU, on peut aller voir. Et ici, donc on va garder l'analyse de stabilité. Ici, on retrouve des paramètres spécifiques pour la vérification ELU, aussi des paramètres spécifiques pour la partie poutre à double décroissance et poutre courbe. Et ici, les réglages spécifiques pour la stabilité, notamment pour l'analyse de stabilité, vous avez la possibilité de venir modifier la longueur efficace avec des facteurs. Vous en avez déjà qui sont pris en compte lorsque vous réglez la longueur efficace dans les paramètres qu'on a fait précédemment. Et également ici, donc on peut, si on a une charge qui s'applique donc sur la face supérieure, la face comprimée, donc on a un effet déstabilisant et dans ce cas-là, on doit prendre en compte 2 fois la hauteur. On doit rajouter 2 fois la hauteur de la section dans la longueur efficace, dans les paramètres de longueur efficace. Et également, on a la possibilité, si c'est un effet favorable, donc sur le côté tendu, on peut également venir activer la réduction de la longueur efficace par 0,5 fois la hauteur à ce niveau-là. Donc là, pour la poutre supérieure, je vais garder le réglage ici, comme c'était par défaut. OK. Et puis, on va avoir donc celle-ci à ce niveau-là. Bon, ça, c'était les poteaux. Et ici, on était sur les éléments ici du portique. Donc là, on va pouvoir venir les réajuster. Par exemple, créer un nouveau réglage ELU avec ici une charge qui s'applique au centre à ce niveau-là. Pour la première également, je n'ai pas fait, mais je vais pouvoir désactiver certaines vérifications, par exemple pour le LS, pour le LU. Et puis pour les autres, alors on avait réglé le bleu et ici celui-ci. Voilà. Donc pour ces deux-là, on va pouvoir effectuer ici, donc on part sur le réglage numéro 2 avec une charge qui s'applique au centre, à l'axe. Et puis ici, on va pouvoir, pour celle-ci, pas forcément faire de vérification LS ou au feu. Et puis pour celle-ci, on pourra contrôler par exemple le LS. Donc sur le LS, on va pouvoir régler ici, si besoin, les critères de contrôle. Donc pour les poutres sur 2 appuis, les poutres en porte-à-faux. Et également la partie vérification de résistance au feu. Donc là, on a également la main. Et ici, on va pouvoir préciser les faces exposées au feu et également la durée de résistance au feu que l'on souhaite calculer à ce niveau-là. OK. Pour les autres éléments, on va pouvoir venir désactiver ces parties-là. Alors, je vais venir désactiver ça pour les poteaux. Et puis ensuite, pour tout le reste, ici, on va pouvoir hop, on va garder juste le LU et puis le reste, on va venir le désactiver à ce niveau-là. Ok, donc là, vous pourrez faire les réglages qui vous intéressent. Celle-ci, on souhaite la calculer à l'ELS. Ici, vous retrouvez les paramètres de flèche, de réglage pour la flèche. Donc là, ici, on a un contrôle de flèche qui sera fait sur la longueur totale. Vous pourrez définir des appuis ici de calcul. On verra justement dans un petit exemple simple juste après, voir ce que ça a, ce que la définition des appuis de calcul peut avoir comme effet et les vérifications qui pourront être faites avec cette partie-là. OK. OK. Donc là, je vais pouvoir, dans la partie tableau ici, je vais avoir une rubrique vérification pour le bois, dans laquelle je vais retrouver toutes les données d'entrée que l'on a réglées. Donc on retrouve les différents réglages effectués pour les différentes barres. On retrouve également donc ici les situations de projet à calculer, les objets à calculer. Vous pourrez aussi faire le choix des éléments à calculer ici directement. Les matériaux, les sections,
Les configurations LU que l'on a réglées, vous pourrez revenir aussi directement sur le réglage de ces configurations ici. Vous avez les raccourcis également disponibles ici. Donc là, on peut retrouver tous les éléments qui vont être à calculer. Et là, on va pouvoir demander à effectuer la vérification sur la partie bois. Donc comme je n'ai pas encore lancé de calcul, ici, je vais avoir la génération du maillage et également le calcul de toutes les combinaisons qui va être effectué ici. Donc ici, je vais avoir toutes les combinaisons qui vont être calculées simultanément. Donc là-dessus, RFM6 va diffuser la charge de calcul sur les cœurs du processeur. J'ai également des informations sur le temps de calcul qui est disponible. Et ensuite, je vais avoir la partie vérification bois qui va être effectuée. Ok, donc là, je peux voir tous les chargements et toutes les barres qui sont en train d'être contrôlées. Et maintenant, je vais pouvoir consulter les résultats. Donc là, j'ai une première fenêtre qui s'affiche avec ici quelques avertissements. Alors certaines barres n'ont pas été réglées sur les longueurs efficaces, donc c'est pour m'informer que les analyses de stabilité n'auront pas pu être effectuées sur ces barres-là. Donc là, j'ai des informations sur des choses qui manquent au réglage, par exemple. Donc là, c'était des réglages qui n'ont pas été effectués et qui étaient souhaités. Ici, on va pouvoir visualiser ensuite les tableaux. Alors, je vais déplacer le tableau, donc je vais le repositionner ici. Ici, on a donc les différents résultats qui sont affichés dans les tableaux. Donc là, on les retrouve par situation de projet. On les retrouve également par section, par barre. Donc là, on peut visualiser rapidement les éléments qui nous intéressent dans les tableaux. On peut également visualiser les résultats graphiquement sur le modèle, ici. Là, vous avez accès via le navigateur de résultats ici au réglage des affichages graphiques. Donc vous avez la main ici en sélectionnant les rubriques qui vous intéressent pour afficher les résultats. Vous pouvez afficher directement juste les résultats des vérifications ELU, des vérifications ELS ou de résistance au feu directement en sélectionnant les rubriques souhaitées. OK. Ici, je vais pouvoir regarder par exemple les résultats. Hop, je vais mettre sur une des barres. Par exemple celle-ci, elle s'affiche en surbrillance ici directement dans le tableau. Et ici, je vais pouvoir par exemple double-cliquer sur une des rubriques de vérification pour pouvoir accéder aux détails de vérification. Notamment, par exemple, je vais prendre la stabilité. Et là, je vais pouvoir visualiser donc les différents résultats, les différentes données de calcul pour la vérification. Et une des nouveautés dans RFM6, au niveau des outils de vérification, que ce soit pour le bois, le métal ou le béton, c'est la possibilité de visualiser les détails avec les formules de calcul détaillées. Donc là, on retrouve les formules détaillées avec les références aux parties, aux équations de l'Eurocode 5 ici. OK. Il sera possible ensuite, si cette rubrique, si cette détail de calcul nous intéresse, de l'envoyer dans la note de calcul. Donc je peux demander à imprimer cette partie-là dans le rapport d'impression. Donc là, je vais créer au passage un nouveau rapport d'impression dans lequel je vais pouvoir choisir les rubriques que je souhaite documenter. À ce niveau-là, on va pouvoir sélectionner, donc hop, je vais venir faire le choix des sélections, des rubriques à indiquer. Et donc ici, je vais m'intéresser à la partie vérification bois. On va juste documenter cette partie-là. Je vais documenter les paramètres globaux, les situations de projet, les matériaux, les sections, la configuration ELS, pourquoi pas ELU et la partie feu. Et puis au niveau des résultats, on va documenter par exemple les résultats sur les barres par situation de calcul, de projet, et puis également par section à ce niveau-là. Également, au niveau des résultats par section, je vais pouvoir aussi appliquer un filtre au niveau des résultats affichés et par exemple afficher uniquement les résultats qui seront supérieurs, les vérifications qui seront supérieures à 60%, à un taux de 60% dans le rapport, par exemple. OK.
Donc là, le rapport est créé et on va pouvoir après revenir dessus. Donc là, vous avez accès à toutes les vérifications également qui sont regroupées ici pour les barres sélectionnées. Vous pouvez également vous demander à déplacer le long de la barre pour pouvoir visualiser les résultats aux différents points de la barre. OK. Ce qui va pouvoir être intéressant, pourquoi pas, c'est de rajouter, pourquoi pas, une vue graphique d'un portique. Donc je vais venir isoler un des portiques. Ici, je vais venir afficher juste le portique. Je vais me mettre dans une vue selon le plan, selon l'axe Y ou Y positif, par exemple, comme ceci. Et par exemple, si je souhaite documenter le rapport avec cette vue-là, je vais pouvoir envoyer dans le rapport cette vue-là. Donc ici, je vais venir afficher, hop, avec un réglage donc, que je peux régler, soit la hauteur complète de la page, soit comme je l'ai fait ici, avec juste 50% de la page qui sera occupée par l'image. Je peux valider. Je peux également avoir d'autres affichages à ce niveau-là. Donc au niveau du modèle, au niveau des résultats, si je regarde les résultats par exemple de combinaison, je peux aussi visualiser ici les résultats statiques, afficher les résultats, les efforts dans les barres avec les efforts internes, les efforts normaux avec des codes couleurs ici directement, ou bien afficher les déformations. Alors ce serait plutôt sur, hop, sur les résultats, sur les déformations, par exemple à l'ELS ici. Donc là on peut afficher la déformation globale de la structure. Ici, on est avec une déformation avec les axes déformés, c'est ce qu'on peut voir ici en violet. On peut également les afficher avec les barres, avec les sections colorées, ce qui permet ici de visualiser la déformation des barres et de jouer avec les facteurs, éventuellement ici, pour hop, intensifier la déformation au niveau graphique pour que ce soit plus visible dans la documentation. Donc on pourrait très bien venir ajouter des documents, des images supplémentaires. Je vais ouvrir le rapport pour qu'on puisse déjà voir à quoi il ressemble. Et l'autre nouveauté avec RFM6, c'est que vous pouvez avoir l'interface du logiciel RFM6 d'ouvert avec le modèle et la partie rapport d'impression ouverte en parallèle. Donc là, RFM6 va ouvrir le rapport d'impression en parallèle, ce qui va me permettre de travailler sur le modèle et puis de revenir sur le rapport d'impression quand je le souhaite et de le mettre à jour quand je le souhaite. OK, donc là le rapport d'impression s'ouvre. Ici je retrouve donc les différentes rubriques que j'ai choisies, que j'ai sélectionnées pour la documentation. Je vais retrouver également donc les vérifications qui sont documentées, ici avec le choix où on a demandé à documenter uniquement tout ce qui est résultat supérieur à 60%, à un taux de 0, un taux supérieur à 60%, de 0,6. Ici on retrouve notre image que l'on a fait du portique, et puis ici la formule détaillée qui est également documentée. Dans la partie rapport d'impression, vous pouvez également insérer d'autres données, du texte, des fichiers texte que vous auriez créés ou HTML. Vous pouvez également insérer des formules, insérer des pages de PDF, ça peut très bien être des pages de PDF par rapport à des données techniques, ou insérer aussi des images, donc là des images qui sont liées à RFM, ou des images, vraiment des captures d'écran autres, au rapport d'impression. Et ensuite, ce rapport d'impression, vous pourrez l'exporter au format PDF. OK, donc voilà pour ce premier exemple. Je vais passer rapidement sur deux autres exemples pour qu'on puisse voir d'autres vérifications sur la partie bois, notamment une des nouveautés avec la partie sur la vérification bois, sur la prise en compte de la compression perpendiculaire au fil. Donc là-dessus, on va pouvoir, ici par exemple, on a par exemple une partie de plancher avec des poutres en appui sur un mur, par exemple ici, et puis là, une poutre
supportés par des appuis ponctuels, par exemple des poteaux. Donc là, on pourra très bien venir définir des appuis, ce qu'on appelle les appuis de calcul, pour pouvoir effectuer des contrôles sur la compression perpendiculaire au fil. Donc ici, je vais pouvoir double-cliquer sur une barre. OK. Ici, je vais pouvoir, donc au niveau des appuis de calcul, venir définir ici des appuis. Donc je vais les créer. Par exemple, je vais définir des appuis. Par exemple, j'ai des poteaux de 160. OK. À ce niveau-là, je vais les prendre en compte dans le calcul de flèche. Alors là, ici, ils sont aux extrémités, donc ça n'aura pas d'impact. Ici, je peux préciser la position de l'appui, si c'est du côté Z positif ou Z négatif. Donc là, à savoir que les axes locaux des barres sont orientés vers le bas, donc je fais un appui sur le côté Z positif, donc en dessous de la barre. OK, je peux également prendre en compte un appui de chaque côté de la barre, par rapport à l'axe local Z de la barre. OK, ici, il va se représenter ici. Donc là, on est avec une représentation par rapport au modèle analytique. Donc on a une poutre qui s'arrête à l'axe ici, de l'appui. Je vais pouvoir en définir un également de l'autre côté. Et si je souhaite graphiquement documenter avec des appuis, des barres qui vont vraiment aux extrémités des appuis, on peut aller dans la partie générale de la barre et venir modifier la représentation des extrémités de barre pour pouvoir venir prolonger ici graphiquement les extrémités de la barre au niveau des appuis. OK. À ce niveau-là, j'ai des appuis, alors j'ai des nœuds intermédiaires, c'est pour ça qu'ici il me propose la définition d'appui au niveau de ces nœuds intermédiaires. Il serait possible ici de définir, si j'avais un poteau intermédiaire ici, un poteau ici, je pourrais très bien définir un appui ici, et là on peut voir que sur la partie flèche, donc là je fais un contrôle de la flèche sur Z et Y, on peut voir que sur la direction Z, le fait de définir un appui intermédiaire ici, on a un contrôle de flèche qui sera sur une portion de 2 mètres et une autre portion de 2 mètres 80, alors que sur la direction Y, on sera sur la longueur totale de la barre. Là, je peux le désactiver, et là, on voit qu'on redevient sur un contrôle de flèche de 4 mètres 80. Donc là aussi, la définition des appuis aura un impact sur le contrôle des flèches. OK. On pourra procéder de la même façon sur le réglage ici pour les autres barres et on peut lancer le calcul. Donc là, on a fait le réglage sur cette partie-là, sur cette poutre-là. On va pouvoir aller dans la partie vérification bois. Ici, on va faire que la vérification à l'ELU. On va faire le calcul ici. Et donc là, on va avoir donc une vérification en compression perpendiculaire aux fibres. OK, donc là, j'ai pas réglé d'analyse de stabilité, donc on précise que les longueurs efficaces sont absentes. Et ici, on peut regarder la partie compression perpendiculaire au fil. Et donc là, je vais retrouver la vérification, je retrouve les spécificités avec la longueur efficace et également ici le calcul de l'air de la zone de compression où là on retrouve la valeur B des 160 mm que j'ai créé tout à l'heure. Et là, le ratio pour la vérification selon la partie 6.1.5 de l'Eurocode 5. Voilà, une des nouveautés sur la partie vérification, dans la partie vérification bois. Et dernier point, tout à l'heure je vous parlais de l'analyse de stabilité avec la partie déversement, notamment avec deux méthodes d'analyse possibles, analytique et par les valeurs propres. Donc ici on va pouvoir, au niveau de cette barre, voir les différents réglages possibles. Donc là on va aller dans la partie type de calcul, réglage sur la longueur efficace. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la partie déversement. Donc, je vais venir juste activer le déversement. Et là, on a la possibilité de régler une analyse sur la méthode analytique ou sur la méthode de la valeur propre pour déterminer le moment critique à ce niveau-là. Donc, avec la méthode analytique, je vais pouvoir venir régler ici les appuis. Donc là, j'ai pas d'appui intermédiaire, donc je laisse tel quel. Et là, je vais pouvoir régler le facteur ici, avec notamment ici, on a une charge répartie uniformément, donc je peux venir régler le facteur à 0,9. OK. À ce niveau-là, je vais pouvoir aussi régler la partie ELU. Alors, ça, pas besoin ici. La partie ELU.
Et sur cette partie ULU, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on pourra prendre en compte si on applique la charge sur la face comprimée ou sur la face tendue. Ici, je vais laisser sur une application de la charge au centre pour qu'on puisse faire une comparaison avec la méthode analytique et la méthode des valeurs propres. OK, OK, et je vais pouvoir lancer le calcul de la vérification bois à ce niveau-là. On va regarder tout de suite l'analyse de stabilité et regarder les valeurs de calcul utilisées. Ici, notamment, ce qui va nous intéresser pour pouvoir faire la comparaison, c'est de regarder le sigma M critique et le sigma MY ici de calcul. Donc ici, on a une valeur de 5,258 newtons par millimètre carré, ici de 1,776 newtons par millimètre carré. Donc si on vient diviser la valeur critique par celle-ci, on a un ratio de 2,96 autour de cette valeur-là. On va arrondir à un facteur à un ratio de 3. Et donc ça, ce ratio-là, on va pouvoir le comparer avec la méthode de valeur propre après à ce niveau-là. Donc là, on a la méthode sur la méthode 6.3.3 pour l'analyse de stabilité ici. Ok, je vais copier cette barre-là avec sa charge. Ici. Et on va pouvoir maintenant changer la méthode d'analyse. Pour le type de calcul, donc je crée un nouveau réglage. Toujours juste le déversement selon la méthode de la valeur propre. Ok, cette partie-là, j'ai pas besoin de régler, ça n'a pas tellement de sens au niveau de l'analyse des valeurs propres. Ok. Et je peux relancer le calcul à ce niveau-là. Et là, on va pouvoir voir qu'avec l'analyse des valeurs propres, on va avoir un affichage graphique en fait du mode d'instabilité. Ici, du premier mode. Donc là, on peut le voir graphiquement, ici, qui est disponible aussi pour l'affichage. On peut comparer ici les taux. Donc on n'est pas trop loin au niveau des taux de travail, au niveau de l'analyse de stabilité. Et on peut contrôler, par exemple, pour cette barre, ici, afficher les détails de calcul. Tout à l'heure, on avait une valeur, un ratio de 3 qui correspondait en fait à notre facteur de charge critique. Et là, on voit que avec la méthode des valeurs propres, on a un facteur, un sigma critique ici, un alpha critique, pardon, de 3,48, 3,048. Donc on n'est pas très loin de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on peut voir ici, on passe directement avec l'utilisation de alpha critique au niveau du calcul, quand on passe avec la méthode des valeurs propres. Donc, la méthode des valeurs propres, elle pourra notamment être utilisée quand on est sur des cas un peu plus complexes, avec des appuis intermédiaires, ou bien lorsque l'on est sur des poutres à inertie variable, ou encore avec des poutres courbes. Donc là, je peux faire un dernier exemple ici pour nos deux barres ici avec des appuis intermédiaires. Donc là, on va venir rajouter sur ces deux barres des appuis intermédiaires. Donc je viens diviser les barres avec deux nœuds intermédiaires. Celle-ci, on va venir régler l'analyse de stabilité. Alors on fait le réglage toujours juste sur le déversement avec la méthode analytique. On va venir prendre en compte les appuis sur la direction Y. On peut les voir également ici, qui sont schématisés. On va également faire la modification ici avec un nouveau réglage avec la méthode des valeurs propres, juste sur le déversement, tenir compte des appuis nodaux, et là on pourra voir le mode avec la prise en compte justement de ces appuis intermédiaires. Ok, donc je relance le calcul.
Et ici, on va pouvoir visualiser donc les modes propres pour les deux premiers modes. En fait, les premiers modes qui vont causer en fait ici l'instabilité. Alors, je vais juste afficher tous les résultats du modèle. Donc là, on a le premier mode pour celle-ci, également pour cette barre-là. Et là, on va pouvoir visualiser donc le mode propre ici. Et également, on a les taux de travail ici. Alors, c'est en principe les analyses de stabilité ici qui donnent les taux de travail max à ce niveau-là. Voilà à ce niveau ce que l'on pouvait vous montrer sur les nouveautés au niveau de RFM 6 pour la partie bois, avec notamment les nouveautés sur la vérification bois, que ce soit la prise en compte des appuis pour la partie flèche, qui est gérée de façon automatique ensuite, en fonction de la définition d'appui, les analyses de vérification de la compression perpendiculaire au fil, et puis également la possibilité de partir sur des analyses avec les valeurs propres pour les analyses de stabilité au niveau des barres. Voilà à ce niveau-là, et ce sera tout pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vous invite à consulter également notre site internet. Alors, vous retrouverez sur notre site internet différents outils, notamment les outils de charge climatique avec les différentes informations sur les zones de neige, zones de sismicité et zones de vent, en fonction de l'adresse renseignée. Vous avez également accès sur le site aux propriétés de section. Donc là, vous pouvez chercher rapidement une section et avoir les propriétés de la section. Vous pouvez aussi consulter le site pour tout ce qui est articles techniques et également notre base de FAQ. Donc là-dessus, vous retrouverez une large bibliothèque d'articles dans lequel on traite différents points et ça pourra certainement répondre à certaines de vos questions. Vous avez également accès aux modèles, à différents modèles qui peuvent être téléchargés. Ça peut par exemple vous servir pour voir un peu comment ça a été modélisé. Notamment, vous retrouverez dans ces modèles à télécharger les modèles qui ont été vus aujourd'hui dans notre webinaire. Vous pouvez également consulter nos chaînes YouTube ou directement sur notre site où vous retrouverez les vidéos de nos webinaires ainsi que les vidéos de différents tutoriels sur la prise en main du logiciel ou sur l'utilisation du logiciel ou sur, par exemple, des nouveautés sur certains modules. Vous trouverez également la boutique en ligne sur le site. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger une version d'essai du logiciel, donc une version d'essai de 90 jours qui est disponible directement sur le site. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter. Alors, directement, hop, en vous rendant sur le site de Delubal Software, vous avez accès ici, donc, sur la première page, ici, vous pouvez directement renseigner votre adresse mail, votre nom et votre prénom pour vous inscrire à notre newsletter et rester informé sur nos actualités et sur nos prochains événements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à info@delubal.fr ou à directement nous contacter au numéro indiqué ici. Et donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.